Les meneurs, segment On prend le lead, la dernière de la saison, épisode 8. Aujourd'hui, Vicky Girard va venir nous jaser d'un dossier chaud, Shane Wright. Mais moi, je veux qu'ils amènent leur game en dedans de notre game. Tu sais, tu peux pas juste jouer ta game. Faut que tu joues la game. Fait que t'amènes ta game à la game. Je sais pas si tu comprends. Votre entraîneur-chef, your head coach, Martin Saint-Louis. On va pas se mentir, c'est toi contre toi sur le terrain. Si tu mets les pieds sur ce terrain, il faut que tu te dises qu'il n'y a pas meilleur joueur que toi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonheur, qui remportent les honneurs, les vrais pros, les meneurs. On a la flamme qui fait raviver la répartie. On est les premiers arrivés puis les derniers partis. Black Mamba mentalité, pas besoin d'être validé. Surtout jamais baisser les bras, on s'est fait à l'idée. On garde la tête haute, peu importe du résultat. J'ai vu le 87 en série tirer sur le tas. Kevin Jeff sur le micro dans ton canal auditif. Aucun sujet sur la glace, les débats sont positifs. We believe oh, c'est fort qu'il faut mettre pour être au niveau. Let's talk about that, on divise en 4 comme Jean Béliveau. Big shot à la gabière, avec ou sans teneur. On sait bien à quoi s'en tenir, fais ton choix, prends ta meilleure. 100%, on est ce type de donneur. Au fond c'est des forceurs, bienvenue dans les meneurs. She was my biggest fan and cheerleader. She believed in me even when I didn't. I know she's with us tonight and clearly be proud and smiling down. As a kid, she would always tell me, "Show them, Marty, show them." Well, Mom, I think I did. Les meneurs, la finale de la saison 2. Aujourd'hui, on prend le lead pour une dernière fois cette saison, mon Jeff. Oui, exactement. On dit la finale, mais c'est la finale dont on prend le lead parce qu'il va nous rester un show. Hein, on va en parler à la fin de ce show-ci. Fait quoi? C'est déjà le dernier épisode dont on prend le lead pour cette saison 2, Kev. Puis c'est aussi la dernière fois qu'on aura le bonheur d'accueillir la charmante Vicky avec nous avant la pause estivale. Ouais, puis dossier chaud aujourd'hui, plusieurs dossiers chauds, et on vous a préparé un gros épisode pour l'occasion. Ouais, on a un menu qui risque de faire réagir, sans farce, là, puis ça va même peut-être en titiller quelques-uns. Parce que je te l'ai dit aujourd'hui, on se parlait sur Messenger vocalement. Je t'ai dit, moi, peut-être être un peu abrasif, parce qu'il y a vraiment des choses qui commencent à me déranger royalement. J'en ai ras la casquette. C'est ça l'expression? Oui, mais moi, aujourd'hui, je peux pas dire ça. J'ai décidé de pas en mettre puis de vous montrer mon beau crâne. Ça va être ça pour aujourd'hui, les amis. Ben, c'est pas laid, Kev. Fait que... merci. Fait qu'aujourd'hui, Kev, au warm-up, on va parler du dossier Kirill Marchenko. Il y a des choses qu'on avait besoin de dire, puis on va partager notre opinion à ce sujet-là. Ça, on va jacasser autour de Marchenko. Après ça, on s'ouvre une bière. On accueille Vicky pour son segment Phoenix 360. On va parler de Shane Wright. Le bruit aussi autour de Shane Wright nous dérange. On va dire, ça nous gosse un peu, Kev. Puis, on va déposer nos 2 derniers pimentons de la saison. On va faire une dernière minute de jeu parce qu'il faut vraiment annoncer le prochain invité parce que c'est gros. C'est gros, c'est lui qui va venir closer le volet sur le banc de cette année. J'ai hâte en esti qu'on l'annonce. Ouais, puis j'étais vraiment content qu'on parle de Kirill Marchenko aujourd'hui parce que, tu sais, veux pas, c'est un joueur incroyable, puis il devrait être transigé par les Blue Jackets au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines, Jeff. Oui, absolument. Son nom circule. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein? Mais, OK. Je mettais pour tout de suite, là,
On va ouvrir notre fucking bière, hein? Parce que c'est important. Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai opté pour la IPA Pêche et fruits de la passion. Elle va être bonne parce qu'ici, dans la région de Repentigny, il fait chaud, il fait beau. Je suis en vacances, d'où ma petite chemise banane. Fait qu'elle va être bonne, mon Jeff, aujourd'hui. Moi aussi, il fait chaud chez nous, à Rouyn-Noranda, loin à 7 heures dans le bois. Clin d'œil à Anna Dadger. Mais moi, je la bois souvent parce que je l'aime vraiment quand c'est la canicule à l'extérieur, le gros soleil, elle me fait du bien. Puis je le répète, le trèfle noir, ça vient de Rouyn-Noranda et la Gabière a acheté le trèfle noir. Donc, c'est rendu leur bière à eux. Ça, c'est une bière sûre, une Ghostbuster, qui a un goût de lime aussi dedans. C'est une sûre et salée. Vraiment, vraiment bonne. Je vous la suggère si vous êtes fan de citron, de sel, de sûre. Ben, let's go. Merci la Gabière. Désalcoolisée, évidemment. Merci beaucoup. J'ouvre ça. Puis pendant que j'ouvre ça, Kev, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu me permets-tu? Ben oui, vas-y. Commence pas avec la POC, là, puis pas en échapper. Tu sais, le pourquoi du comment qu'on a décidé de jaser de Marchenko, c'est pas nécessairement parce que son nom circule sur les réseaux. C'est parce que j'arrive chez mes... Oui, effectivement. Mais moi, ce qui m'a comme dit, OK, on le fait, c'est que j'arrive chez mes parents. OK? Puis mon père, passionné de hockey, on parle juste de hockey quand on est ensemble. Fait que je m'en vais m'asseoir, puis on voulait faire de la piscine, puis tout. Puis, ouais, un petit gars, hey, Marchenko, ça en vient-tu à Montréal? Ça a l'air qu'il s'en vient, là. Là, papa, où c'est que t'as pris ça, Calis? Que Marchenko s'en venait probablement à Montréal. Ah, je sais pas trop quel site, là. J'ai vu ça passer sur Facebook. Faut faire tellement attention avec les spéculations, les rumeurs qui tournent sur X, sur Facebook. Faut faire attention, Kev, parce que on prend une petite affaire et on la met grosse de même. Puis, tu sais, ces fameux sites-là, j'ai fait ça pendant 15 ans, OK? Puis toi, tu l'as fait pendant plusieurs années aussi. C'est des sites qu'on appelle de type McDo. Oui. On sort de la nouvelle rapidement, puis let's go, on fait des textes. Je l'ai fait longtemps, puis aujourd'hui, ça vient me chercher. Je suis plus capable de ces titres-là. Puis des fois, on pogne quelque chose qui n'est pas une nouvelle pour en faire une nouvelle. Je sais pas si tu sais où ce que je m'en vais. Ben oui, absolument. Comme tu as dit, on l'a fait pendant longtemps. On a joué cette game-là. On a joué la game dans la game. Mais moi aussi, ça me fatigue, Jeff, parce que c'est souvent des... Tu sais, il faut faire attention. La différence entre des rumeurs et des spéculations. On en a déjà parlé par le passé. Ça, c'est deux choses très différentes, Jeff. Très différentes. Puis aussi, les mock drafts. Ah, les mock trades, mock drafts, ça, c'est tout. Ça, c'est des personnes de monsieur, madame, tout le monde, la plupart du temps, qui bâtissent une transaction logique ou pas, selon leur lentille à eux. Oui, exactement. Fait que, tu sais, dans tout ça, là, dans tout ce qui circule sur les réseaux, il faut faire attention. Il faut regarder, premièrement, qui a écrit la nouvelle. Ouais. Et ensuite, peut-être rentrer dans le texte parce que le titre peut être faussé un peu puis nous faire percevoir d'autres choses que qu'est-ce qui se retrouve réellement dans le texte. Tu me suis, Kev? Oui, ben oui. Puis pour venir à Marchenko, l'affaire qui me titille le plus, c'est que le gars unfollow les Blue Jackets de Columbus sur Instagram. Puis on fait un texte de 300-400 mots avec ça. Puis là, ce texte-là est repris partout. Mais qu'est-ce que ça peut me colisser qui unfollow les Blue Jackets de Columbus, Kev? Pas grand-chose. Ben, c'est sûr que ça va faire mousser son nom. Ça va activer la machine à rumeurs, comme on dit. Puis là, ben, ça, c'est justement un piège à clic parce que ces sites-là, ces blogs-là vont reprendre cette information-là. Parce qu'il y a, dans le fond, il y a un compte sur X qui suit les activités des joueurs de la Ligue nationale. Puis il montre au grand public qu'est-ce qu'ils follow puis qu'est-ce qu'ils unfollow sur Instagram. Fait que là, souvent, ben, tu vas voir des choses comme ça. Tu vas faire « Oh shit! » Fait que là, Marchenko, il unfollow les Blue Jackets. Fait que c'est sûr qu'il va être transigé. Oui, probablement qu'il va être transigé. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va arriver dans l'immédiat ou qu'il y a un quelconque conflit entre le joueur et l'organisation. Oui, exactement ça. Puis on le sait, là. On le sait qu'il y a eu bel et bien un bruit de fond important entre Marchenko
et le Canadien de Montréal depuis le repêchage. Ça, c'est une chose qu'on sait. Ça a été dit par des journalistes de renom, comme Eric Engels, par exemple, qui a rapporté cette nouvelle-là, puis j'en oublie, là, mais ça a été vérifié, puis on le sait. Fait que ça, c'est une chose. Mais en date d'aujourd'hui, là, au moment où l'on se parle, est-ce que c'est vrai que Marchenko se rapproche de Montréal? Parce que là, moi, je regarde ça passer sur X parce que, je watch les nouvelles quand même. Puis il y a du monde qui ont spéculé, qui ont avancé que Montréal faisait partie des 2 équipes qui étaient encore en négociation avec Don Weddle, le GM des Blue Jackets de Columbus, pour acquérir Marchenko. Ça l'a sorti. Il y a plusieurs humoristes qui l'ont sorti. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, c'est vrai ou pas vrai, l'agent de Kirill Marchenko les a remis à leur place sur les réseaux sociaux, puis moi, ça m'a fait très rire. Ça, c'est vraiment drôle, pour vrai. Là. C'est Dan Milstein, hein, son agent, je sais pas. Milstein. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Lui, il est venu jouer avec les gens sur X, tout simplement. Il a relancé la machine à rumeurs cette semaine, puis il s'est amusé sur ses réseaux sociaux avec des publications, des interactions que rapidement, nous, les gens, on a interprété comme un clin d'œil envers Montréal. Lui, ça l'a vraiment alimenté les spéculations autour de Marchenko et le Canadien. Puis les gens, ils ont embarqué, puis ils se sont dit, what the fuck, c'est quoi qui... Il essaie-tu de nous passer un message? Non. Il venait juste s'amuser. Oui, puis en même temps, les gens qui s'avancent dans les rumeurs, tu sais, les insiders de salon, là, je vais les appeler comme ça. Puis tu sais, c'est pas un manque de respect envers personne. Parce que pour moi, des noms crédibles vont sortir des rumeurs, je vais jamais mettre en cause ou en doute leur crédibilité. Tu sais, des Pierre Lebrun, Elliot Friedman, tu sais que ça va être crédible, c'est béton, là. Mais quand c'est des gars avec un astérisque, je vais le dire comme ça, ben, à ce moment-là, si l'agent, après ça, il les reprend, il les remet à leur place sur certaines infos qui circulent, qui seraient précises, puis que l'agent vient démentir ces rumeurs-là, ben, tu n'as pas le choix de donner raison à l'agent. Il est connecté directement avec le joueur, tu sais. Fait que, tu sais, il y a certains détails qui ont sorti sur les réseaux sociaux que l'agent est comme, ben, il a comme un peu dit, genre, hey, où c'est que tu vas prendre ça, ces infos-là? Ouais, exactement. C'est comme dans une boîte de Cracker Jack, limite, là. Je sors de vacances pour vous dire que... Non. En tout cas, bref, je veux pas dénigrer le travail de personne. On se juge, tu sais, les gens nous jugent. Nous, on juge les gens. Je viens pas dénigrer ça, mais il faut juste faire vraiment attention à qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui s'écrit. Fouiller plus loin. Ce que les Darren Dreger, les Elliot Friedman de ce monde en ont parlé. Tu sais, faut aller fouiller plus loin. Tu sais, en date d'aujourd'hui, Kev, dans le moment présent, on le sait que Montréal aime Marchenko. On le sait que Montréal... Ouais, exact. On sait que Montréal a déjà négocié pour tenter de l'obtenir. Ouais. Le dossier est-il toujours vivant? C'est là que je ne le sais pas parce qu'il n'existe aucune confirmation crédible démontrant qu'il y a une négociation nouvellement ouverte entre les 2 clans. Moi, je n'ai pas rien vu de crédible à ce sujet-là. Le reste de ce qu'on voit, c'est probablement des spéculations. Tu sais, on le veut tout, Marchenko à Montréal. Il ne faut pas de cachette. Ça va coûter cher si c'est le cas. Mais regarde, rendu là, il faut attendre de voir quand les vraies nouvelles vont sortir parce que pour l'instant, tout ce qu'on voit, les mock trades, les mock drafts, les whatever, c'est toutes des spéculations. Il faut faire attention à ça. Ben justement, les gens, ils se font piégés, puis on en voit souvent dans les commentaires. Bon, ben c'est ça, ils s'en viennent tous à Montréal, là. Les Marchenko, les Shane Wright, les ci, les ça, tous les noms qui sortent des rumeurs, ben souvent, ils vont tout le temps être liés à Montréal. Puis souvent, tu sais, j'envoie pas de pierre à personne. Tu sais, je vais tout le temps respecter quelqu'un qui tente de percer dans le domaine. Tu sais, mettons, BPM Sport, par exemple. Tu sais, je ne suis pas en train de juger leur travail, mais ils vont souvent sortir des capsules vidéo qui vont avec un point d'interrogation, comme, mettons, Marchenko à Montréal, point d'interrogation. Puis là, automatiquement, les gens vont prendre ça comme « Hey, ça, c'est une rumeur. » Non, c'est de la spéculation. Il faut faire attention avec ça. Il faut prendre le temps de lire comme il faut, puis pas juste lire les titres.
d'aller plus loin aussi, de s'assurer, OK, il y a un point d'exclamation ou il y a un point d'interrogation. Je clique sur le texte pour aller voir la vraie nouvelle. Tu sais, la vraie nouvelle, c'est quoi? Il faut s'assurer de ça. Tu sais, moi, le message, c'est « Hey, pa, demande-moi les dons avant de dire des choses comme ça entre tes chums. » Ouais, ben c'est ça. Fait que c'est ça au final. On voulait parler de Marchenko, mais pas vraiment. Au final, c'est plus le message en arrière. Faites attention, faites vos devoirs avant d'en parler avec vos chums. C'est sûr que tu es en train de prendre bien avec ton chum, tu jases, hey, moi j'aimerais ça l'avoir Marchenko. C'est le même principe que les gens qui sortent des spéculations sur les réseaux sociaux. C'est juste pour avoir des sujets de conversation, pour faire mousser le nom de la personne ou bien pour faire réagir au final. Oui, exactement. Puis une dernière chose avant de faire entrer Vicky, là. On n'est pas en train de dire, Kev, que Marchenko ne viendra pas à Montréal. Tu sais, on veut juste indiquer aux gens de faire attention avec ce qui circule. That's it, that's all. Ouais. Puis tu sais, c'est une bonne guerre, c'est en tout respect. Là, on va pas, on plante personne en particulier sur la place publique ou quoi que ce soit, du moins du point de vue humain. Je pense que c'est toujours important de faire des critiques constructives. Je pense que c'est ça qu'on vient de déposer ici. On ne juge pas personne. C'est juste de mettre en garde les gens, les auditeurs, les lecteurs, pour pas qu'ils se fassent piéger. Exactement. Une petite gorgée de bière, puis je rentre Vicky pour le segment Phoenix 360. Hello! Hey, je vais prendre une gorgée de thé glacé, moi. Ça marche-tu? Oui, ça marche. C'est sans alcool, ça fit dans le concept, c'est parfait. Comment Voilà. ça va? Ça va très bien, vous autres? Ça va très bien. J'espère que tu es en forme. Dernier épisode de la saison. Oui. Je suis prête. Je suis prête à aller au combat. J'ai même mis mes lunettes pour mieux vous voir, monsieur. Okay. On est good. Bon, parfait. Moi, pour vous répondre, je suis en très grande forme également. Puis j'avais hâte qu'on se parle, Vicky, parce que on va parler d'un dossier qui titille, ben, pas qui titille, qui fait jaser. C'est polarisant. Ouais, c'est polarisant. Le nom de Shane Wright, là, il est vraiment polarisant. Puis ce qui est venu nous chercher, puis c'est vraiment l'expression qui est employée par un journaliste pour qualifier le type de personne qui était Shane Wright. Est-ce que j'endosse ce qu'il dit? Je ne connais pas Shane Wright. Il a été critiqué pour avoir traité Shane Wright de mâle alpha. Mais ça me met à me poser des questions. Tu sais, je ne suis pas en train de dire que c'est un mâle alpha, mais pourquoi ce journaliste-là a-t-il dit que Shane Wright était un mâle alpha? C'est fort, là. Ouais. Je serais curieuse d'abord, avant tout, c'est quoi toi ton hypothèse, mettons? Mon hypothèse de pourquoi qui aurait dit qu'il est un mâle alpha? Ben, moi, j'ai l'impression qu'il se croit plus fort que tout le monde, plus haut que tout le monde, puis c'est ce que je vois de Shane Wright. Tu sais, c'est un, comment on dit ça, Kev, un cocky, mais plus qu'un cocky, là, tu sais, arrogant. Ouais, il y a une forme d'arrogance. C'est quelqu'un, tu sais, justement, moi, je voulais qu'on mette l'emphase beaucoup sur le fameux regard que tout le monde se souvient au repêchage de 2022. Il a voulu passer un message, il a voulu montrer aux dirigeants des Canadiens de Montréal que, tu sais, vous avez fait une gaffe. Tu sais, le gars, il est comme... Il essaie de démontrer sa masculinité, en quelque sorte, aux dirigeants des Canadiens. Ouais. Tu sais, est-ce que de le critiquer, de dire que c'est un mâle alpha ou autre, c'est la bonne chose? Écoute, c'est tellement un sujet qui est d'actualité en ce moment avec les discours masculinistes et de dire que c'est ça, que l'homme est meilleur, que ça. Je pense que ça peut prendre une tangente qui est peut-être pas appropriée dans l'analyse, dans mettons, le cadre en ce qui a trait à ce personnage-là en fonction du hockey. Okay? Je pense que c'est important, là, maintenant, de juste venir analyser au niveau de son comportement à Shane Wright, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui laisserait croire qu'une personne puisse venir à avoir ce genre de propos-là. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Moi, je ne vais pas m'exprimer là-dessus. On va juste venir décortiquer le comportement. À savoir, pourquoi est-ce qu'on pourrait venir associer certains comportements à ça? Puis c'est quoi son comportement à la base? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il puisse, qu'on puisse en venir à penser ce genre de choses-là à son sujet? La première chose, là, Shane Wright, là, tout le monde l'acclamait. Hein? Ouais, tout le monde disait comme quoi que ça allait être le premier choix. C'est ça, le premier choix, le meilleur et tout ça. Le point qui est super important ici de venir analyser, c'est que ce gars-là même, sans même parler de la critique extérieure, ce gars-là, lui, à l'intérieur, c'est vraiment important de venir analyser la confiance qu'il a
puis de venir analyser au niveau de son identité. Okay? Parce qu'il y a quelque chose, il y a un point qu'on ne se rend pas nécessairement compte, c'est ce gars-là, il joue au hockey depuis vraiment longtemps et depuis qu'il est tout jeune, il se fait dire comme quoi qu'il va être le meilleur, comme quoi qu'il va être repêché. Tu sais, c'est pas une question genre de quelques mois, c'est une question d'années. Et quand c'est une question d'années, à un âge aussi jeune, l'identité va devenir ce qu'on appelle une identité foreclosed. Okay? Ce que ça veut dire, c'est que l'identité de l'athlète, au lieu qu'elle va être construite à travers ses propres expériences, puis qu'est-ce qu'il veut faire, puis un peu du trial and error, là, de venir essayer, mais qu'est-ce que ça va faire? C'est que l'identité va être construite en fonction de l'étiquette que les gens vont avoir de lui. Fait que là, déjà là, il y a comme une espèce d'attente, il y a comme une espèce de pression qui vient avec. Fait que quand tu te fais dire constamment, t'es bon, t'es le prochain ci, t'es le prochain ça, tu vas être le numéro 1 au prochain draft, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Quand qu'après ça, c'est pas ça qui arrive, bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que maintenant, si, mettons, là, il s'est pas fait repêcher numéro 1, puis là, il a jeté un regard absolument meurtrier aux Canadiens et tout ça, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que lui, ça va être perçu comme une menace. Parce que tout au long de son parcours, puis tu sais, Kev, on en avait parlé aussi hors d'onde, mais c'était aussi le principe de pendant la COVID, qu'est-ce qu'il avait fait, contrairement à d'autres joueurs. C'est vraiment en fonction de qu'est-ce qu'il va faire. Puis des fois, c'est des schémas très, très inconscients qu'il va y avoir. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que ça vient renforcer l'étiquette que les gens ont de moi parce que c'est eux qui m'amènent? Ou est-ce que je risque justement de ne pas être à la hauteur? Fait que tout ce qui peut venir nuire à son ego, tout ce qui peut aller hors de cette zone de confort-là que lui, il va avoir, c'est là que ça peut être menaçant. Ça peut devenir une menace pour son identité. Fait que l'aspect de truc de mâle alpha, la tendance qu'on voit actuellement, c'est un profond manque de confiance qu'il peut y avoir. Puis là, il y en a là, qui vont me dire, ben, c'est une fille, de quoi capable, puis là, c'est possible, c'est pas ça, puis c'est pas vrai, puis au contraire, moi, j'ai confiance. Mais continuez de japper, OK? Parce que la science, c'est la science, puis après ça, mais des opinions, ça reste des opinions, OK? Fait que c'est beaucoup mieux de venir se baser sur des faits de qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est qu'est-ce que la littérature démontre. Fait que quand que c'est une question de confiance, on l'a vu dans des moments précédents qu'on a discuté ensemble, mais la confiance va venir se stacker avec des répétitions. Mais va venir se stacker en fonction de toi, de qu'est-ce que toi tu choisis de faire. Si la confiance, elle est mise en fonction d'une étiquette que les gens ont sur toi, ça peut être super bon initialement, ça peut donner un boost, mais après ça, c'est comme si à chaque fois tu devais tout le temps, en anglais on dit keep up, là, tout le temps keep up avec cette genre d'étiquette-là qu'on te met. Fait que quand à un moment donné, ça ne fonctionne pas, c'est là que ça peut devenir une menace. Et c'est là qu'on peut essayer de jouer au petit coq puis d'essayer de descendre les autres, de dire, ben moi, ça marche, moi, c'est ci, moi, c'est ça. Alors qu'ultimement, des fois, c'est peut-être juste au niveau de l'identité que ça a été peut-être un peu trop précoce puis qu'on n'a pas été capable de venir balancer ça dans les dernières années. Fait que là, tu arrives à un point où est-ce qu'il y a un événement important qui se produit puis là, ben, tu as juste le résultat de cet apprentissage-là, parce que c'en est un, de ton comportement dans le passé directement. Fait que ce comportement-là, ça peut lui nuire au niveau professionnel parce que ça se sent dans son jeu. Tu sais, tu parles de son manque de confiance, là, mais ça se sent dans son jeu, Kev. Tu sais, le gars n'est pas impliqué, il manque d'agressivité, il ne s'impose pas suffisamment, il est discret dans le vestiaire, pas capable de prendre le contrôle d'un match, beaucoup de up and down. Tu sais, ça en dit beaucoup sur la confiance du gars si tu analyses ça comme ça, là, rapidement. Là. Ben, Shane Wright, ce qui arrive, c'est que, mettons, en tant que joueur de hockey, là, il est comme pas excellent dans rien. À part un esti de lancer, là, ça, souvent, dans le junior, il disait, même à 15-16 ans, c'est un lancer de la Ligue nationale. Mais à part ça, Shane Wright, moi, je les appelle les joueurs toffus, sans saveur, sans identité. Shane Wright, c'est un peu ça. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant de ton point, Vicky, c'est que, tu sais, tu disais que toute sa jeunesse, il fait dire, Chris, que t'es donc bien bon. Ce qui est arrivé avec Shane Wright, c'est qu'il a eu le statut de joueur exceptionnel à 15 ans pour qu'il puisse jouer tôt dans la Ligue canadienne de hockey. Puis ça, ben justement, il y a un danger à quelque part avec ça chez un jeune joueur. Il va peut-être prendre ça et faire comme, oh, Chris, tu sais, ça vient flatter son ego à un tout autre niveau, surtout si tu n'as pas reçu l'éducation nécessaire à ce niveau-là, de rester humble malgré tout ça. Oui, parce que encore une fois, tout ce qui a trait au mindset, c'est quelque chose qui est tellement tabou. Puis tu sais, dans les dernières années, ce l'était encore plus. Là, aujourd'hui, on en parle, ça va. Mais comme il y a quelques années, ce l'était. Fait que dans un environnement où est-ce que
Le hockey va être un peu plus axé au niveau du développement physique, au niveau du volume d'entraînement, que des fois, l'aspect mental, on en parle un peu moins parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont nécessairement sortir et dire « Ah, ben moi, tu sais, ça vient de commencer. » Mais tout ça, c'est de dire « OK, ben on a un athlète qui est excellent, on va venir le développer physiquement, mais le mental, lui, il va juste être laissé de côté. » Fait que même s'il y a l'entièreté des ressources mises à sa disposition pour venir le développer physiquement, mentalement, c'est quand même un petit bonhomme de 15 ans qui essaye de se développer avec le cerveau qui est immature, qui n'est pas suffisamment, justement, développé, qu'il n'y a pas des processus de réflexion qui sont ancrés comme un adulte. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est, ultimement, le comportement, c'est un apprentissage, hein, de qu'est-ce qui fonctionne pas, selon toi, puis tu arrives dans un environnement, bien, c'est de même que ça va fonctionner parce que tu l'essayes, puis hop, tu as obtenu un résultat. Fait que ces années-là qui ont mené jusqu'à 18 ans, 19 ans, c'est juste une série de comportements, une série d'apprentissages. Il n'y a personne qui est arrivé pour dire « Hey, dans un contexte comme ça se peut que ça te fasse mal. On va venir te préparer, pas parce que tu n'es pas bon, mais parce que des fois, on ne peut pas tout contrôler. » Fait qu'au lieu que tu pognes une débarque après ça parce que tu ne te vas pas choisir numéro 1, ben on va être capable de faire en sorte que tu demeures coachable. Parce que ça aussi, c'est un point vraiment important. Entre Slaf puis lui, il y a vraiment eu des clashs aussi qui ont été dits par rapport au type de personnalité et au type de joueur que ces athlètes-là sont, en type de coachabilité. Puis est-ce que quand tu vas recevoir une critique, c'est une critique pour venir t'aider, c'est une critique constructive, mais l'athlète, lui, que son identité est tellement fragile de par cette étiquette-là, vont l'apercevoir que, c'est quoi, tu dis je suis pas bon? Là, voyons donc, ça n'a pas rapport. Puis c'est là qu'il va commencer à venir dénigrer. Tandis que de l'autre côté, tu peux avoir un athlète qui est super bon, repêché au 2e, 3e, 4e rang, mais que lui est capable de venir prendre cette critique-là. Fait qu'après ça, on parle de lui, puis l'autre, ça fait pas son affaire non plus. Fait que c'est comme toute cette danse-là à venir faire un peu, là. Oui, puis son approche en vue du repêchage, c'était comme « Hey, c'est moi qui mérite d'être numéro 1, j'aime moi. » Tandis que d'autres anciens premiers choix, eux autres étaient comme « Ben, quand je sors premier, l'important pour moi, c'est d'être repêché. » C'est souvent ça l'approche, tu sais, de rester un. Mais Shane Wright, lui, c'était comme « Non, je mérite ça, puis c'est à moi, ça me revient. » Tu sais. Fait que ça envoyait un petit peu certains red flags, je pense, pour les dirigeants des Canadiens de Montréal à ce moment-là. Absolument. Puis c'est vraiment... Tu sais, quand que tu te fais drafter, là, quand tu es rendu à un haut niveau comme ça, là, c'est pas juste une question de talent. Tout le monde est bon. Là. Comme tu es rendu là parce que tu es un sacré bon joueur. Là. Mais c'est une question de personnalité. C'est une question de aussi tu représentes l'organisation. De quoi tu vas avoir l'air devant les médias? C'est ça. Faut que tu y penses aussi. De qu'est-ce que tu vas dire? Ça te fait penser de quoi tu vas avoir l'air devant les médias, Vic. Son regard, justement, là, aujourd'hui, a l'air d'un tata parce que, je m'excuse de dire ça ainsi, mais le gars jette un regard à la table des Canadiens de Montréal, mais il n'est pas capable de livrer la marchandise, là, de dire « Hey, vous allez le regretter de ne pas m'avoir drafté. » La seule affaire qu'il peut se vanter, c'est d'avoir marqué son premier but en carrière dans la Ligue nationale contre le CH. Exact. That's it, that's all. C'est ça, mais tu sais, comme c'est une question d'ego rendu là, parce que la confiance à la base, c'est excellent. On veut que tous les athlètes aient confiance, parce que c'est une question d'habileté. Mais à un moment donné, il faut juste que ça suive aussi. C'est à quel point est-ce que cette confiance-là se transforme en arrogance et que cette arrogance-là, tu vas en venir à subir les conséquences négatives de ton comportement. C'est de dire, est-ce que la confiance que j'ai actuellement est utile pour en arriver où est-ce que moi je veux aller? Si tu sens qu'il faut que tu changes ta personne, il faut que tu rabaisses les autres parce que toi, tu te sens attaqué, mais c'est pas la faute de Joe Blow là-bas, c'est pas la faute du CH, c'est pas la faute des Devils qui t'ont pas recruté. C'est ta faute à toi. Je dis tout le temps, si tu échoues, si t'arrive quelque chose, c'est ta faute à toi. Mais si tu gagnes, si tu as du succès, c'est ta faute à toi aussi. C'est une question de responsabilité. Puis c'est plate, mais ce gars-là n'a pas été coaché au niveau du mindset. Fait que tu arrives dans les grandes ligues où est-ce que la pression elle est plus grande, où est-ce que ton ego est complètement démesuré, puis finalement, tu te mesures à peut-être meilleur que toi. Fait que ça fait mal. Fait que c'est qui est cop au final? C'est juste lui. Alors qu'il aurait pu avoir une préparation au préalable pour en venir un peu... Tu sais, on ne peut pas venir contrôler de qu'est-ce qui va arriver, mais on peut venir apaiser ou diminuer les probabilités que ça arrive. Ouais, j'adore ton explication au sujet de Shane Wright, Kev. Ça nous amène ailleurs pour comprendre un peu son comportement et pourquoi il agit ainsi. Ouais, vraiment. Puis tu sais, ce qui me fait... Mais pas qui me fait rire, ce qui est ironique là-dedans, c'est que... En tout cas, je sais pas si... Puis tu sais, veux pas, c'est d'autres lentilles.
Mais je sais que Shane Wright, très tôt dans sa carrière aussi, il a eu des C sur son chandail. Je ne sais pas si c'est parce que c'était le meilleur joueur de son équipe à ce moment-là ou c'est parce que c'était un leader reconnu. Fait il doit y avoir des certains intangibles qui font en sorte que ce gars-là... Parce que je me souviens... le Team Canada Junior, il avait gagné le championnat du monde avec lui comme capitaine. Puis les gars, ils avaient l'air de le respecter. Fait qu'à quelque part, ce gars-là, il va avoir quelque chose à apporter sur la table, même en tant que leader, malgré ses failles dans sa personnalité et dans son approche. Peut-être, mais on ne fait pas partie de ces équipes-là, puis il y en a encore, puis on en a déjà parlé, mais il y en a encore qui vont attribuer le C en fonction de la performance collective et individuelle qu'une personne va avoir, pas en fonction de l'humain derrière. Fait que c'est ça aussi, à savoir c'est quoi l'influence que cette personne-là va avoir. Est-ce que Shane Wright, avant, ça allait vraiment bien, il était dans son pic, puis c'est là qu'au recrutement, qu'il a pogné une débarque? On ne le sait pas, on n'est pas dans sa tête. Mais si on fait juste regarder ça froidement, ben peut-être qu'il y a eu un clash. Peut-être que ça fonctionnait là ça ne fonctionne plus. On ne le sait pas. Mais j'aurais souhaité fortement qu'il puisse juste avoir un encadrement là-dessus. Puis on peut utiliser son exemple maintenant pour dire, ben écoute, tu sais, ça, là, clairement, c'est pas le fun. Ça n'a clairement pas dû être nécessairement agréable là, dans sa tête, le retour à la maison là, de ce draft-là. Fait que si on peut utiliser cet exemple-là avec d'autres athlètes, que ce soit dans le hockey ou d'autres sports, de dire, écoute, tu as des athlètes là, de 12-13 ans là, qui se font déjà dire comme quoi qu'ils vont faire la NHL puis qu'ils vont être vraiment bons, tout ça. Fine, mais prépare-les aussi au niveau du mental. Que s'ils pognent une débarque, là, finalement, là, ils ne reculent pas de 10 000 pieds, là, mais qu'ils font juste comme, oh, après ça, on se redresse puis on continue. Ouais. Je pense que ça serait le point le plus important. Là. Puis j'ai l'impression, Vic, aussi, que ton expression s'applique à Shane Wright. Il n'a pas assez stacké ses reps. Au niveau hockey, là, je pense que c'est ça le problème avec lui aussi. Oui, mais c'est ça, parce que, tu sais, mettons, là, tu joues au niveau amateur, là, comme, mettons, on prend ici au Québec, là, tu vas jouer, mettons, midget, après ça, tu vas jouer dans la JMQ. Les gens sont bons. Puis, il y a quand même, le bassin amateur, il y a quand même un calibre qui est différent. Tu sais, c'est quand même possible de venir te promener, on a du talent ici, c'est parfait. Mais pour en arriver à ça, là, ton étau, là, pour y arriver, est tellement serré que ton talent, à un moment donné, tu ne peux juste plus compter dessus. Ton talent va t'avoir mené là, c'est génial. Ouais. Mais ça, c'est un objectif. Ton but, c'est d'y rester. C'est pas de te refaire mettre après ça dans d'autres clubs écoles ou d'aller jouer ailleurs. Si toi, tu voulais avoir, mettons, le CH sur le dos constamment, ben c'est une chose de t'être rendu là, d'avoir cogné toc, 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 et de te faire recruter, mais il faut que tu livres la marchandise. Puis là, après ça, tu te mesures contre des gars, ça fait 10-15 ans là, qu'ils sont dans la ligue. Là. Des messieurs, OK? Des vrais messieurs. Ouais. Ben oui, fait que c'est de venir stacker des reps, surtout au niveau physique, au niveau mental. C'est la même chose. Si tu apportes ton corps au gym, apporte ton cerveau au gym aussi. C'est important. Tu sais, Jeff, je ne sais pas si c'était Schwinn ou Jean-Luc qui nous avait dit, mais 5 gars, mettons pro ou junior sur la glace, laisse-les faire une petite game comme amicale de même. Tu ne pourras pas dire c'est qui joue pro, c'est qui ne l'est pas pro. Tu sais, pour dire à quel point tout le monde a du talent, là, c'est le meilleur exemple possible. Oui, vraiment. Puis je peux pas dire si c'est Schwinn ou Jean-Luc parce que j'hésite aussi entre les deux, mais... Ah, c'était Schwinn. Ouais, récemment, là, on jasait, puis c'est ce qu'il disait, puis il avait tellement raison, là. Excellent point, puis Vic, encore une fois, ce fut enrichissant, puis j'aime le message qu'on a laissé également à travers tout ça aux personnes, aux jeunes femmes, aux jeunes hommes qui veulent jouer à un sport de haut niveau. Ben oui, et puis tu sais, comme il y en a là, des fois que je rencontre qui vont dire « Ouais, mais j'ai pas de trauma, là. » Je me suis fait dire ça à un moment donné. « Mais j'ai pas de trauma, là. J'ai pas besoin d'aide au niveau du mindset. » Ben oui, mais tu pleures après une game parce que t'as pas gagné. Comme je comprends que c'est juste 15 minutes que tu pleures, mais tu serais pas supposé. T'es pas supposé de mêler ton identité à ta performance. Fait que d'en venir à travailler ça, c'est une fois que t'es en forme, t'arrêtes pas de t'entraîner parce que t'es en forme. Tu continues. Ben c'est la même chose au niveau du mindset. Fait que tous ceux et celles qui vont venir écouter, c'est important de près ou de loin de commencer à se mouiller le gros orteil dans tout ce qui a trait à la préparation mentale pour venir se préparer à atteindre ces grands honneurs-là parce qu'ils sont accessibles. Il faut juste savoir maintenant c'est quoi le plan de match pour s'y rendre. C'est important de stacker ses reps. Yep. Ça a été le fun, hein? Chris. On a fait 8 shows cette année à On prend le lead. L'an prochain, il va en avoir plus. Vic, tu vas être de retour avec nous l'an prochain, j'imagine. Mais oui, voyons. Quelle question!
She's back. Ben, merci de faire partie de sûr. l'aventure. Merci pour ces 8 shows. Ça a été extraordinaire. Puis on a d'excellents commentaires à ton égard. Ah, c'est gentil. On est une belle team. J'aime bien être parmi vous, messieurs. Oui. N'oubliez pas, si vous avez besoin de ressources pour vous améliorer mentalement, physiquement dans vos performances sportives, on vous réfère à Phoenix 360 aux côtés de Vicky et sa partenaire Erika. N'hésitez pas à aller les voir sur Facebook, Instagram et toutes les autres plateformes. Ils sont insane. On est là, toujours au poste. J'aime beaucoup dire on vise la lune et si jamais on la manque, on atterrit dans les étoiles. Fait que voilà. Ah, c'est beau. Salut Vic, on t'adore. Bye les boys, à bientôt. Salut, à la prochaine. Bye. Calique qui fait chaud. Puis je tiens à dire, moi, dans le temps 2022, sans connaître toutes ces informations-là, je voulais que le Canadien repêche Shane Wright. Je faisais partie de ces gens-là, mais je suis capable d'admettre en 2026 que le Canadien a fait le bon choix. Ok, oui, you're right. Slavkovski. Puis, attends, juste une petite dernière affaire. Shane Wright est encore très jeune. Il a encore la possibilité de s'améliorer comme joueur puis comme être humain. On va lui souhaiter parce que c'est ça. On souhaite pas de mal à personne. On analyse quelque chose que nous, on voit. Ouais. On amène Vicky là-dedans qui vient analyser de ce qu'on voit, froidement. Puis on souhaite que si il y a vraiment un problème d'attitude, parce que ça circule pas mal, là, qu'il y a un problème d'attitude, qu'il puisse step up sa game à ce niveau-là pour aller améliorer des facettes. Comme être humain, c'est important de s'améliorer, Kev. Tu sais, je le fais régulièrement, des consultations, des lectures, je trouve ça important, puis je souhaite que ce jeune homme-là réussisse comme être humain. Ouais, moi aussi. Puis je pense que ça va passer par... Puis tu sais, j'enlève pas de rien aux enseignants chez Kraken de Seattle, mais je pense que ça va prendre quelqu'un de vraiment plus spécialisé pour faire secouer la fourmilière de Shane Wright. Ouais, exactement. Bon. Puis mettons le ménage à 3 des gardiens chez les Canadiens de Montréal. Mais, Kev, avant de te faire une passe directement sur la palette, là, je veux juste te dire quelque chose. Oui, merci. Jake Allen, écoute ça. Non, pas ton son. Jake Allen règle ses comptes avec les Canadiens de Montréal, ce qu'il reprochait vraiment aux Canadiens. Sans commentaire. Je fais une petite boutade ici, encore une fois. Il faut faire attention à ce qu'on lit. Ah! Tabarnak, il a réglé ses comptes. C'est quoi? Wow! Ah, OK, c'est juste ça. C'est avec ça que j'ai de la difficulté, Kev, aujourd'hui, énormément. Puis je l'ai fait dans le passé. Moi aussi. J'ai été critiqué par des gens sous nos textes. Puis sais-tu quoi, aujourd'hui? J'en comprends plusieurs. Ouais. J'en comprends plusieurs. Tu sais, je travaille différemment aujourd'hui dans le monde du hockey. J'en suis sincèrement content. Est-ce que j'aurai du succès? Est-ce que j'en aurai pas? Je ne le sais pas, mais au moins, je me sens bien à l'intérieur de travailler de cette façon-là parce que moi, ça ne me représente plus le McDonald's. Oui, les meneurs, c'est du hockey, mais à notre façon. C'est bien important de le souligner. Puis ça passe par le positivisme, puis le coaching, le leadership, le cheminement personnel et plusieurs choses. Mais pour revenir à nos moutons, pas Shane Wright, Jake Allen n'a pas vraiment réglé ses comptes avec le Canadien de Montréal. En entrevue cette semaine dans un podcast, le nom m'échappe, je suis désolé pour ça. Il a révélé qu'il avait trouvé ça difficile, le ménage à 3 avec Caden Primo et Samuel Montembeault dans le temps avec les Canadiens de Montréal. Ouais. Dans le temps, quand c'était d'actualité, les 3 gardiens étaient comme c'est le fun, on s'aide à devenir meilleur. Puis quand mon numéro vient, ben, je vais dans le filet, j'ai du fun, blablabla. Des réponses de politiciens. Mais aujourd'hui, Jake Allen a révélé qu'il avait trouvé ça difficile. D'où l'échange. Finalement, le Canadien avait décidé de continuer avec Primo et Montembeault. Mais Allen, il avait révélé que c'est ça. C'était difficile, puis à un certain moment, il pensait que les dirigeants allaient envoyer Caden Primo dans la Ligue américaine. Mais à ce moment-là, Primo devait passer par le ballottage. Fait que le CH l'aurait perdu pour rien, probablement. Mais c'est ça. Ça me fait penser à la situation actuelle du Canadien, parce qu'en ce moment, le CH a 3 gardiens de niveau Ligue nationale, puis le dossier n'est pas encore réglé. Puis j'ai pas l'impression que c'est urgent pour les dirigeants. Il y a bien du monde qui pense que Montembeault est déjà sorti de Montréal, mais la vérité, c'est que Kent Hughes il a dit qu'il voulait voir Jacob Fowler jouer beaucoup de matchs.
S'il vient être auxiliaire à Jakub Dobeš, il ne jouera pas beaucoup de matchs, du moins pas autant que qu'est-ce qu'il devrait. Fait que moi, je pense, mon opinion personnelle, qui vaut autant que celle de Pierre-Jean-Jacques, ou peu importe, c'est que, mettons, ça dépend du camp d'entraînement, mais mettons que Fowler, tu vois qu'il a encore besoin de stacker ses reps, tu l'envoies à Laval, va gauler 50-60 matchs, va dominer, va gagner la Coupe Calder s'il faut, puis laisse Montembeault venir être l'auxiliaire de Jakub Dobeš. Tant qu'à avoir un ménage à 3 dans la Ligue nationale, puis qu'il y ait quelqu'un ou plusieurs personnes de malheureux dans le processus, moi, c'est ça que je ferais. Parce que c'est ça que ça révèle. Tu sais, c'est que oui, les athlètes, ils vont répondre des réponses de politiciens, ils vont être là, ils vont performer à la hauteur de qu'est-ce qu'ils sont capables de donner, mais c'est des êtres humains. Ils ont des sentiments, ils ont des états d'âme, puis c'est probablement pour ça que Jake Allen, il ne performait pas à la hauteur de ce qu'il était capable de faire dans le ménage à 3 chez le Canadien de Montréal, Jeff. Ben absolument, Kev. Ça, là, souvent, ces athlètes-là vont arriver en entrevue. Jake Allen, endossait l'uniforme des Canadiens de Montréal. On lui pose la question, le ménage à 3, comment tu trouves ça? J'aime ça, ça va bien, on s'entend bien. Pour vrai, c'est de la bouillie pour les chats. C'est de la bouillie pour les chats parce que tu dis ce que tu dois dire. Puis souvent, les joueurs, avant d'aller en entrevue, sont coachés par des spécialistes. J'entends Macabé. Exact. Fais attention à ce que tu vas dire. Si on te pose la question, tu dois dire ça. Tu sais, c'est ça qui se passe. Mais dans les faits, penses-tu que Jake Allen ne voulait pas gauler, toi? Ben non, c'est ça. Chris, chaque goaler, il veut le gauler. Là. Même le Schwinn l'avait dit la semaine passée, il est auxiliaire. Mais c'est sûr que dans son fond, il aurait voulu gauler plus. Là. Ouais, absolument. Puis tu sais, dans la Ligue nationale de hockey, à un moment donné, tu t'installes et tout ça. Tu comprends, OK, moi, je suis un auxiliaire dans la Ligue nationale de hockey. Puis j'accepte ce rôle-là. Fait que tu veux les jouer, tes 30 games, tes 32 games. Là. Ben oui, Jake Allen, il voulait les jouer, ces games-là. Là. Là, tu te ramasses avec 3 gardiens, fait que tu en joues 16, 17. C'est pas beaucoup de matchs, là. C'est pas optimal. C'est pas optimal. Tu veux être devant le filet. Ben, du côté des Canadiens de Montréal, on veut que Fowler voit des matchs, voit des rondelles, qu'on l'envoie à Laval encore un certain moment, puis qu'on donne une seconde chance à Montembeault, parce qu'en 2024-25, sans dire qu'il a traîné le club dans les séries, il était l'un des acteurs principaux qui a amené le club des Canadiens de Montréal en série lors du printemps 2025. Ouais. Cette année, ça a été moins bien pour plusieurs raisons. On ne les connaît pas, ces raisons-là. C'est des choses qui peuvent arriver chez un être humain. Il n'a pas connu une grande saison. Mais est-ce qu'on peut lui donner la chance de démontrer que c'est encore un bon gardien de la Ligue nationale de hockey? Ah oui, je serais pour ça. Puis surtout que là, il n'y a comme pas de pression, dans le sens que tout le monde sait que c'est Jakub Dobeš qui va être le gardien numéro 1 à l'arrivée de la prochaine saison. Regarde, viens, arrive préparé, arrive avec une attitude de « Hey, regarde, cette année, ça va être une bonne saison, tu sais, positif. » Puis je pense que les choses vont bien se passer de Montembeault. Il vient d'avoir un bébé. Il a l'air de s'être plus comme concentré sur sa préparation. Là, on l'a vu sur la glace aujourd'hui, d'ailleurs, des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Fait que, il a l'air de se préparer physiquement, mentalement pour la prochaine saison. Je serais à l'aise de commencer la prochaine saison avec lui comme deuxième, Jeff. Tu lui donnes 30-35 matchs, là, ça va donner du répit à Dobeš. J'ai aucun problème avec ça. Puis Fowler, il est encore très jeune. Des fois, un gardien, ça prend plus de temps. Je serais totalement à l'aise de le retourner à Laval. Il n'y a pas de rush dans son cas. Oui, exactement. Puis il ne faut pas oublier une chose, c'est pas tous les gardiens qui sont des Carey Price non plus. Ouais, donc, tu sais, il faut comprendre ça. Fowler, là, c'est pas grave qu'il passe du temps dans la Ligue américaine. Il va s'améliorer dans la Ligue américaine. Puis là, il va venir prendre des matchs dans la Ligue nationale. Mais pour le moment, selon moi, selon mes lentilles, selon tes lentilles, Dobeš numéro 1, Montembeault numéro 2. Puis Montembeault, je ne le connais pas personnellement, mais j'entends dire de belles choses. Il vient d'une très bonne famille. C'est un petit gars vraiment à sa place, respectueux, gentil. Puis lui, je suis persuadé, Kev, qu'il a pris les mesures nécessaires pour son mindset. Ça, c'est définitif. Ce petit gars-là va arriver prêt, le couteau entre les dents. Sa femme vient d'accoucher. Moi, je suis convaincu que ce petit gars-là va arriver avec le couteau entre les dents, puis il va être capable de s'imposer, puis de dire « Hey, je suis encore là, les boys! » Ouais, puis c'est un bon coéquipier. Tout le monde l'aime. En séries éliminatoires, quand Dobeš il y avait des super performances, c'était qui le premier à l'accueillir en sortant de la patinoire? Exact. C'était Samuel Montembeault. On l'a vu souvent. Il n'y a jamais eu d'orgueil là-dedans, quoi que ce soit. Tu
tantôt, tu disais que on disait que les gars, il y avait des réponses de politiciens durant le ménage à trois. Les gars, ils s'aiment tous, là, mais ça reste une business. Les gars veulent performer. Ils veulent avoir le filet. Fait que, tu sais, niveau humain, c'est sûr qu'ils vont s'aimer, mais je pense que Montembeault, vraiment, il mérite une autre chance. On lui doit ça. Puis tant qu'elle chipée pour des considérations futures ou un choix de 5e ronde, là, garde-les. Donne-lui la chance de retrouver une valeur. Puis si vraiment le Canadien de Montréal veut le chipper, ben, ils vont avoir la chance de donner une autre chance puis d'augmenter sa valeur parce qu'en ce moment, elle est probablement très basse. Fait que on donne une autre chance à Montembeault. Je t'endose. Puis mettons Macklin Celebrini. Je pensais pas parler de lui, mais je réfléchissais à matin puis je me disais, Chris, faut qu'on parle du Mac. Parce que, tu sais, on s'emballe tous avec les 18,8 millions par année pendant 5 ans de Macklin Celebrini. On voit le chiffre, les chiffres, on crie au scandale. Ou plusieurs crient au scandale. Mais il faut remettre les choses en perspective, Kev. Ça, c'est important, là. La LNH de 2026 n'est plus celle d'il y a 5 ou 6 ans. Le plafond salarial a explosé. Les revenus de la Ligue sont en pleine croissance. Ça, c'est positif, là. Ça veut dire que le hockey est en grande santé. Ouais. Bref, forcément, en raison de tout ça, les salaires suivent la même courbe. Ça, tu comprends? Parce que dans la vraie vie, là, il ne faut pas juste, en ce moment, là, on fait le saut quand un joueur comme Leo Carlson, Macklin Celebrini, même Connor Bedard, signe à 15 millions pour Bedard, puis 18 millions Carlson, 18,8 Celebrini. On capote, tabarnak, ça n'a pas de style bon sens. Mais moi, ce que je me suis mis à faire, c'est pas de regarder le montant brut, mais le pourcentage que le joueur a sur la masse salariale. C'est comme ça qu'il faut regarder ça, là. Tu sais, fait qu'à ce niveau-là, Celebrini, là, en ce moment, ben pas en ce moment, mais quand son contrat va rentrer en vigueur, il va avoir, je pense, 16,3% de la masse salariale des Sharks de San Jose. Et quand Sidney Crosby ou Alexander Ovechkin, à l'époque où ils ont signé leur contrat actuel, il y avait un pourcentage similaire à Celebrini. C'est un peu ça qu'il faut regarder pour se mettre vraiment en contexte puis comprendre qu'on n'est plus dans la même game. Pantoute. Le problème que j'ai avec ça, Jeff, c'est qu'après ça, le DG s'en va dire que Celebrini a laissé de l'argent sur la table. Moi, ça, j'ai un peu de misère avec ça. Je comprends qu'il aurait pu signer un max contract avec les Sharks. Lui-même, il a dit qu'il allait laisser de l'argent sur la table pour aider son DG. Mais la vérité, c'est qu'il n'en a pas laissé tant que ça. Tu sais, mettons, je comprends que, mettons, dans le nouveau contexte de la Ligue nationale, c'est comme, c'est la normalité, ça va avec la tendance qui suit. Mais je regarde, tu sais, je comprends le Canadien de Montréal, c'est un contexte différent. C'est une culture peut-être qui est différente. Tu sais, tu regardes des gars comme Demidov, Hudson, qui ont signé pour des contrats vraiment moindres. Eux autres, pour moi, ils ont vraiment laissé de l'argent sur la table. Fait que j'ai un peu de misère avec ça. Tu sais, oui, c'est peut-être qu'il a laissé 1 ou 2 millions sur la table, mais pas jusqu'au point de faire une grosse histoire avec ça. Oui, Mac a laissé de l'argent sur la table, il nous a aidés, il est tellement fin. Un peu de misère avec ça. Tu sais. Il a été payé à sa juste valeur, mais viens pas dire que tu as laissé de l'argent sur la table. Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Ben, lui, là, et son groupe visaient le 20,8 millions, qui est le salaire maximum qu'on peut offrir aux joueurs actuellement avec la nouvelle masse salariale. Donc, dans la tête de Mike Greer, qui a dit que Mac avait laissé de l'argent sur la table pour ses futurs coéquipiers, le contrat futur de ses coéquipiers, mais il a laissé 2 millions. Mais non, mais... Ben oui, je le sais, mais Chris, tu regardes Hudson et Demidov qui ont pris 9 millions chacun, ça, c'est de laisser de l'argent. Oui, je suis d'accord, c'est pas un gros pay-cut, on s'entend là-dessus, Kev. Là. Non. Bedard, tu sais, comme tu me l'as dit tantôt, Ordon, Bedard, il a laissé de l'argent sur la table. Oui, exactement. Mais Mac, il n'en a pas laissé tant que ça. Mais je veux juste qu'on comprenne la différence, Kev, entre le Canadien et les Sharks, parce que c'est comme comparer des pommes avec des oranges. Ah, c'est quoi ça? Excusez, c'est parce que comme un inside dans Jeff et moi. Bon, je vais essayer de l'expliquer. Le Canadien, Kev,
il tente d'éviter pour l'instant des contrats gigantesques, puis il répartit davantage l'argent dans l'ensemble de son alignement. Ouais. Ça, c'est le Canadien, puis c'est la vision de Ken Hughes. C'est comme ça qu'il négocie, puis il est féroce dans ses négociations. Puis ce qui est cool, les boys s'aiment assez que les joueurs embarquent là-dedans. Ouais. C'est hot, c'est vraiment hot, parce que là, on laisse beaucoup de place pour signer un joueur. Puis je pense que les Suzuki, les Caulfield, les Slav, les Demidov, les Hudson vont accepter qu'un gars signe 12-13 millions, là, parce qu'ils vont comprendre la logique puis l'espace qu'on a laissé pour amener des bons gars. Donc, bref, je trouve que le Canadien, en ce moment, il départit davantage l'argent sur l'ensemble. Alors que Mike Greer, et avec ce qu'il a fait avec Macklin Celebrini, là, on comprend que lui, il préfère accorder une énorme portion de la masse salariale à ses joueurs de concession. C'est la différente vision. Lui, il se dit, regarde, mes joueurs de concession, là, je vais les payer cher, puis après ça, je vais les entourer. Alors que le Canadien aime mieux départir pour que ce soit équilibré, puis je trouve ça beau, ce que Ken Hughes est en train de former. Ah, c'est une formule unique parce que tu ne verras pas ça nulle part ailleurs dans la Ligue nationale. Les Ducks d'Anaheim essayaient de faire ça avant la signature de Leo Carlson. Ouais, mais Verbeek, la différence entre Verbeek et Ken Hughes, Pat Verbeek, c'est que Hughes il était proactif puis il était capable de négocier avec ses joueurs puis de s'entendre, alors que Verbeek n'a pas été capable. Ouais, Ken Hughes, il respecte ses joueurs aussi. C'est un élément très important à souligner. Mais ouais, non, c'est sûr qu'on voulait parler de Mac principalement. Puis tu sais, à quelque part, ton point, il est fucking bon, là, parce que c'est vrai en termes de pourcentage de masse salariale, ça fait totalement du sens. Fait que j'endosse ces commentaires-là. Avant que tu poursuives, Kev, je veux juste qu'on ne remette pas en doute les qualités de leadership de Macklin Celebrini. Oh non, c'est ça. Ça n'a pas rapport. Exactement. Là, son contrat, c'est son agent qui négocie avec Mike Greer. Ouais. Mais Celebrini, c'est le même jeune, c'est le même humain, puis c'est le même joueur. Là. Fait que ça, c'est très important qu'on ne commence pas à dire non, c'est pas un bon leader. Non, ça n'a pas rapport. Voilà. Non, exact. Puis on croit toujours que ça va être le prochain capitaine des Sharks. Aucun doute là-dessus. Surtout avec un pactole de même. Ouais, puis d'ailleurs, on a concocté un top 31 pour le mois d'août. J'ai hâte qu'on sorte ça à nos lecteurs, à nos auditeurs, parce que ça va être très sharp. On le dit-tu quand ce qu'on est en train de faire ou on garde la surprise? Pourquoi pas? Non, on peut le faire. On va teaser un peu. On est en train de faire un top 31 des meilleurs leaders de la Ligue nationale selon nos lentilles à nous. Fait que ça va commencer dès le 1er août, puis on finit le 31 août. Exactement, on va s'amuser avec ça. Puis là, c'est le moment de la dernière minute de jeu à faire en cette troisième période. Là, je suis content. J'avais hâte qu'on l'annonce parce que je vais être franc. Chez les meneurs, on a chacun notre couloir pour travailler. Hein? On a chacun nos jobs, si on veut. Tu sais, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Ouais. Toi, tu as le rôle de faire les montages, de couper les cuts, les vidéos, puis tout ça, c'est toi. Puis moi, de mon côté, je vais booker les entrevues, puis ces choses-là. Puis j'ai travaillé fort. J'aime pas ça dire le jeu, Kev, là, sérieux, parce qu'on est un team, c'est un tout, les meneurs, mais... Jeff a grindé. J'ai grindé solide. On s'est même servi de Félix Bibeau pour amener Raphaël Harvey-Pinard au show. Il m'avait dit oui quand j'ai parlé la première fois, Kev, tu t'en souviens? Je t'ai dit RHP, il veut, mais il faut le contacter plus à la fin de l'été, puis tout ça, puis... Ben là, on voulait l'avoir. Ouais, t'es occupé. On voulait l'avoir absolument. Fait qu'il va sortir de ses vacances. Il va être au chalet. Il va venir nous jaser pendant 1h15 lundi prochain à 8h. Ouais, c'est vraiment une grosse nouvelle. On est vraiment, vraiment très, très heureux. Honnêtement, je pense que c'est le gars qu'on voulait avoir le plus parmi nos invités. Qu'on a fait une liste, si tu veux. Là. À RHP, il était en très haute estime parmi nos choix. Là, fait que ça nous fait vraiment plaisir. C'est rare qu'on a encore des joueurs actifs qui viennent nous jaser au meneur. Fait que vraiment, vraiment très excité de ça, Jeff. Ouais, pareillement, Kev. On va avoir beaucoup de fun avec RHP qui a joué d'ailleurs à Rwanda avec les Huskies. Il a porté le C. Puis non, on va avoir du fun. J'ai déjà des questions qui me tournent en tête. Kev, c'est terminé. L'épisode 8.
le dernier de cette saison 2 pour On prend le lead. Ouais, fait que merci beaucoup d'avoir été là tout au long de la saison. C'est sûr que ça a été court, là, mais inquiétez-vous pas, on revient à la mi-septembre en force. On a beaucoup de choses pour vous autres qui s'en viennent. Les meneurs, ça ne fait que commencer. Merci à nos partenaires, Lagabière et tout récemment Stimolanti, qui nous fournissent des produits de qualité, de la bonne bière désalcoolisée, du café vraiment enrichissant. Vraiment, là, on est vraiment privilégiés d'avoir des bons produits, des bons partenaires comme ça à nos côtés, Jeff. Ouais, vraiment, vraiment. Moi, je capote. T'sais. J'ouvre ma porte de frigidaire. Oh, plein de Lagabière. J'ouvre ma porte pour faire mon café. Oh, une belle poche de Stimolanti aussi rendu sur ma tablette. Fait que merci beaucoup à ces partenaires-là. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok pour les capsules vidéo, puis pour les shows complets sur YouTube pour voir nos faces en version audio, plus Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Bref, puis les shows, ils roulent. Continuez à nous envoyer de l'amour, puis j'espère qu'on vous le rend. Merci infiniment pour cette saison 2 extraordinaire. Merci à vous. Merci à toi. Peace. Bon reste d'été.